Donald Trump vient de valider l'une des ventes d'armes les plus importantes de l'histoire de Taïwan. Les États-Unis ont en effet approuvé une vente d'armes de 11,1 milliards de dollars pour l'île, et ce alors que la Chine continue à menacer d'envahir Taïwan et semble même s'y préparer. Mais alors qu'est-ce que cette vente implique? Pourquoi est-ce que les États-Unis cherchent à armer Taïwan? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes, et en voix off sans la caméra, donc exceptionnellement aujourd'hui. Taïwan, c'est donc une île de 23 millions d'habitants qui se situe au sud-est de la Chine, à environ 130 km des côtes. Taïwan, c'est une démocratie qui possède son propre gouvernement, ses propres lois, sa propre armée, sa propre économie, mais qui, pour autant, n'est pas reconnue comme un État à part entière par de nombreux pays ou encore par l'ONU. La raison, c'est notamment que la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. En fait, en 1949, les communistes de Mao Tse-tung ont gagné la guerre civile et fondé la République populaire de Chine que l'on connaît aujourd'hui. Les nationalistes qui ont perdu la guerre se sont eux repliés sur l'île de Taïwan. Depuis, vous l'aurez compris, l'île elle est autonome, mais son indépendance elle n'a jamais été formellement proclamée, et on peut noter que de nombreux pays occidentaux, dont la France, entretiennent des liens économiques avec elle, sans pour autant reconnaître officiellement Taïwan comme un État pleinement indépendant. La raison, c'est très souvent une envie de ne pas froisser la Chine, ce qui rend donc le statut de Taïwan ambigu. Sur ce sujet, si vous voulez en savoir plus, on avait fait un grand format, donc un mini documentaire en quelque sorte sur le sujet. Il est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets directement en description. En tout cas, ça fait maintenant des années que la Chine jure de réunifier Taïwan et donc d'en prendre le contrôle, et qu'elle n'exclut pas le recours à la force pour y parvenir. Et d'ailleurs, c'est pas seulement qu'elle ne l'exclut pas, en fait, très concrètement, la Chine multiplie des exercices militaires dans la région. Mardi dernier, par exemple, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé que le troisième et plus récent porte-avions chinois avait traversé le détroit de Taïwan, alors qu'en parallèle, des avions chinois s'approchent également fréquemment de l'île. Alors, pour faire face aux menaces de la Chine, le président taïwanais Lai Ching-te a déjà annoncé fin novembre vouloir dépenser 40 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer sa défense sur les prochaines années. Le président a aussi affirmé vouloir augmenter en 2026 les dépenses de défense à plus de 3% du PIB et 5% à l'horizon 2030. Donc on parle là de la proportion des dépenses militaires à l'échelle de l'économie taïwanaise qui augmenterait au fil des années. Et on peut noter au passage que c'est une augmentation qui est notamment demandée par les États-Unis. Et donc en plus de toutes ces augmentations, je le disais, une vente historique vient d'être approuvée par les États-Unis. C'est une vente d'armes de 11,1 milliards de dollars. C'est la vente la plus importante depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé la livraison de 18 milliards de dollars d'armes à Taïwan. Alors c'est encore une vente qui doit être validée par le Congrès, donc le Parlement aux États-Unis, mais a priori c'est surtout une formalité, parce que autant dans le cas de la guerre en Ukraine entre démocrates et républicains, il y a quand même des sortes de différences importantes, autant dans le cas de Taïwan, c'est un sujet qui fait beaucoup plus consensus. Alors cette commande, on va pas faire la liste de tout ce qui a été commandé, mais c'est notamment des systèmes de missiles, des missiles anti-chars, des drones, des pièces détachées, bref tout un tas d'équipements importants. Et toujours selon le ministère taïwanais, cette deuxième vente d'armes annoncée au cours du second mandat de Trump, elle démontre, je cite, une fois de plus, l'engagement ferme des États-Unis envers la sécurité de Taïwan. Alors on va analyser dans un instant la position américaine, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est côté chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a affirmé que cette décision, je cite, porte gravement atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l'intégrité territoriale de la Chine, et que, je cite, la tentative des États-Unis de soutenir l'indépendance par la force se retournera contre eux, et leur tentative de contenir la Chine en utilisant Taïwan est vouée à l'échec. Fin de citation. Et on en vient donc naturellement à cette question: pourquoi est-ce que les États-Unis arment Taïwan? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, factuellement, c'est quelque chose de très concret, mais il faut savoir que les États-Unis, ils sont légalement tenus de le faire, en tout cas évidemment côté américain. En effet, il y a notamment le Taiwan Relations Act qui a été voté par les États-Unis en 1979 et qui oblige le pays à fournir à Taïwan des armes et des équipements pour lui permettre de se défendre, et ce alors que, on l'a dit, il y a une absence de reconnaissance diplomatique officielle. Bon, mais ça en soi c'est pas l'élément évidemment le plus important, parce que des lois ça peut éventuellement se changer. En fait, derrière ça il y a plusieurs raisons. Alors la version officielle, on va dire, c'est que les États-Unis affirment vouloir défendre la démocratie et les valeurs occidentales dans la région, qui seraient donc menacées militairement par la Chine. Mais vous vous en doutez, derrière cette raison officielle, il y a aussi d'autres enjeux stratégiques extrêmement
extrêmement important pour les États-Unis. Et le premier enjeu, il est d'ordre économique. Si Taïwan est aussi important aujourd'hui, c'est notamment parce que Taïwan abrite certaines entreprises importantes, notamment l'entreprise TSMC. C'est tout simplement le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Et les semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est? C'est donc des puces avancées, ultra miniaturisées, qui sont aujourd'hui au cœur de quasiment tous les appareils que vous connaissez, des smartphones, des ordinateurs, ou alors plus que jamais donc l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, une grande partie de cette production, elle est destinée à des entreprises américaines, Apple, Nvidia ou encore Intel. Bref, forcément, les États-Unis n'ont pas intérêt à perdre donc cette ressource stratégique. L'autre point qui n'est pas non plus négligeable, c'est que Taïwan occupe une position stratégique dans l'océan Pacifique. Il faut savoir que les États-Unis et plus largement en fait une grande partie du commerce maritime mondial dépendent de voies maritimes autour de l'île pour transporter leurs marchandises. Et donc si la Chine prend le contrôle de Taïwan, elle prend aussi le contrôle sur une voie extrêmement stratégique. Bref, vous l'aurez compris, en soutenant Taïwan, les États-Unis cherchent aussi à protéger leurs intérêts et à montrer qu'ils restent des alliés fiables face à la Chine. Alors vous l'avez peut-être vu dans l'actualité ou autre, certains font le parallèle avec l'Ukraine, mais d'autres estiment qu'en réalité, les intérêts des États-Unis dans la région et autour de Taïwan, ils sont beaucoup plus importants, en tout cas aujourd'hui, que les intérêts américains en Ukraine. Ça veut donc dire qu'en cas de potentielle invasion venant de la Chine sur Taïwan, potentiellement on peut imaginer une sorte de riposte de la part des États-Unis. Mais cela étant dit, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus et surtout, ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bien entendu, on va suivre l'évolution de la situation. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur est reportée à janvier 2026. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que des milliers d'agriculteurs étaient mobilisés à Bruxelles en Belgique cette semaine pour contester sa signature. Dans le détail, la Commission européenne voudrait signer l'accord le 12 janvier au Paraguay, c'est ce qu'ont indiqué des sources européennes à l'AFP. Cet accord, qui est discuté depuis plus de 20 ans, a été validé par la Commission européenne en septembre 2025 et devait être voté définitivement au Conseil de l'UE cette semaine, sauf qu'il suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment au sein du secteur agricole français. Je vais pas revenir sur toutes les raisons ici, c'était le sujet à la une des actus de ce jeudi, si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, Emmanuel Macron s'est félicité du report de cette décision et a demandé à ce que les avancées réclamées par la France se concrétisent afin que le texte change de nature. La France réclame notamment des clauses de sauvegarde renforcées, donc des règles plus strictes qui permettraient de limiter rapidement les importations agricoles comme le bœuf ou le poulet en cas de déstabilisation des marchés européens. Mais ce report d'un mois n'est pas suffisant pour la FNSEA, le premier syndicat agricole français qui a appelé les agriculteurs à rester mobilisés. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a cependant évoqué le souhait de mettre en place une trêve de Noël pour, je cite, ne pas embêter les Français. À noter que les agriculteurs dénoncent en parallèle la gestion de la maladie de la dermatose nodulaire contagieuse qui a mené à l'abattage de plus de 3000 bovins en France. Deuxième actu, la ministre de la Culture Rachida Dati a, je cite, toute sa place au gouvernement, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Cette déclaration intervient au lendemain des perquisitions qui ont été menées au domicile de Rachida Dati, au ministère de la Culture et à la mairie du 7e arrondissement de Paris qu'elle dirige dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre est soupçonnée d'avoir perçu près de 300 000 € d'honoraires de la part de GDF Suez à l'époque où elle était députée européenne, donc en 2010 et en 2011. Le problème, d'après le magazine Complément d'enquête, c'est que l'origine de ces revenus n'a pas été déclarée au Parlement européen, comme cela est notamment requis pour éviter les conflits d'intérêts. De son côté, Rachida Dati dément ces accusations. La ministre doit en parallèle être jugée en septembre 2026 pour corruption et trafic d'influence passive par personne investie d'un mandat électif. Elle aurait perçu 900 000 € de la part de l'entreprise automobile Renault entre 2010 et 2012 pour une mission de consultante réalisée, je cite, en toute confidentialité, voire en toute opacité, selon les juges d'instruction. Troisième actu, et ça concerne l'Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord dans la nuit de jeudi à vendredi pour prêter 90 milliards d'euros à l'Ukraine. En fait, ils étaient réunis à Bruxelles ce jeudi avec un objectif, trouver une solution pour financer l'Ukraine sur les 2 prochaines années. Le pays risquait en fait d'être à court d'argent dès le début 2026 et les besoins de financement de l'Ukraine ont été estimés à 137 milliards d'euros. 90 milliards d'euros seront donc pris en charge par l'UE et le reste doit être assuré par les autres alliés de l'Ukraine comme la Norvège ou le Canada. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité ce vendredi de cette aide qui prendrait la forme d'un prêt à taux zéro, donc sans intérêt, financé par le budget de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron a affirmé qu'il allait maintenant, je cite, redevenir utile pour lui et les Européens de parler au président russe. D'ailleurs, Vladimir Poutine a assuré ce vendredi qu'il avait accepté la dernière proposition de paix du président des États-Unis Donald Trump.
Trump. On ne sait pas pour le moment ce que contient cette proposition, mais selon Vladimir Poutine, la balle est désormais entièrement dans le camp des Occidentaux pour mettre fin au conflit. On suivra ça. Quatrième actu, au Soudan, un pays d'Afrique du Nord-Est, plus de 1000 civils ont été tués en 3 jours dans une attaque des paramilitaires contre un camp de réfugiés en avril dernier, selon un nouveau rapport de l'ONU. Les faits se sont déroulés entre le 11 et le 13 avril selon l'ONU, qui fait état de massacres, viols et autres violences sexuelles, actes de torture et enlèvements. Les forces de soutien rapide, les FSR, qui sont en guerre contre l'armée régulière du Soudan depuis avril 2023, ont mené une offensive contre un camp de réfugiés de Zamzam, situé dans le Darfour Nord. À l'époque, les FSR avaient pourtant démenti avoir ciblé des civils lors de cette opération. Ces violences ont été conduites pour semer la terreur au sein de la communauté, selon le rapport de l'ONU, qui ajoute que dans les mois qui ont précédé l'attaque, les FSR avaient déjà bloqué l'acheminement de toute nourriture, eau, carburant et autres biens essentiels à la survie de la population du camp. L'ONU dénonce des actes de violation graves et systématiques du droit international humanitaire et d'atteinte flagrante au droit international des droits de l'homme. Début décembre, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International avait aussi accusé les paramilitaires soudanais d'avoir commis des crimes de guerre à Zamzam. La guerre au Soudan a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Cinquième actu, la Chine va augmenter les taxes sur les préservatifs et les contraceptifs pour tenter de relancer le taux de natalité. À partir du 1er janvier 2026, ces produits, jusque-là exemptés de TVA, seront soumis à un taux de 13%. La TVA, c'est une sorte d'impôt indirect ajouté automatiquement au prix de vente, ce qui les rendra donc plus chers pour les Chinois. En Chine, une boîte de préservatifs coûte actuellement en moyenne 40 à 60 yuan, soit entre 4,80€ et 7,25€. Tandis que la pilule contraceptive vendue sans ordonnance s'élève à 50 voire 130 yuan, donc entre 7 à 15 € par plaquette mensuelle. L'objectif du gouvernement, c'est donc de rendre ces contraceptions plus chères pour qu'elles soient plus difficilement accessibles et ainsi tenter d'augmenter le taux de natalité de la Chine, donc son nombre de naissances qui a atteint son niveau le plus bas depuis la création de la République populaire chinoise en 1949. Pour vous donner une idée, on comptait 18 millions de naissances en 2016 contre 9,6 millions en 2022. Et après plus de 30 ans de politique de l'enfant unique qui autorisait les parents chinois à n'avoir qu'un seul enfant jusqu'en 2015, avec quelques exceptions, la Chine a introduit de nouvelles mesures pour encourager les naissances. Elle a par exemple mis en place des subventions pour les enfants supplémentaires. A noter que les experts estiment que la mise en place de taxes sur les préservatifs et les contraceptifs ne devrait pas avoir d'impact majeur sur le comportement des couples. Et on termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle, l'Assemblée nationale a voté ce jeudi en faveur d'une loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France entre 1942 et 1982, date à laquelle l'homosexualité a été dépénalisée. L'objectif de ce texte, voté à l'unanimité, est de reconnaître officiellement que leur condamnation était injuste. Le texte doit maintenant faire l'objet d'un compromis entre les députés et les sénateurs, qui sont notamment en désaccord sur la question de l'indemnisation des personnes condamnées. Et en parallèle à ça, le Parlement a aussi définitivement adopté une loi qui reconnaît le préjudice subi par les femmes condamnées pour avortement avant la loi Veil de 1975 qui a dépénalisé l'IVG. Il s'agit d'une démarche mémorielle destinée à faire reconnaître officiellement les injustices subies par ces femmes sans pour autant de compensation financière de prévu. Et concernant la réhabilitation des personnes condamnées pour avortement, il s'agit en fait d'un vote qui intervient dans un contexte plus large de renforcement du droit à l'avortement en France. Le droit d'avoir recours à l'IVG a notamment été inscrit dans la Constitution en 2024, donc dans la norme suprême du pays. Alors je le disais, mais on a sorti des nouvelles interviews ces derniers jours, que ce soit avec une psychiatre ou encore avec James Cameron, donc le réalisateur notamment d'Avatar ou de Titanic. Ces interviews, elles sont disponibles directement en podcast sur le même flux que les actus du jour, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vraiment n'hésitez pas. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.